Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'expérience se poursuit. Bienvenue dans l'initiative Réforme en débat, une coproduction ORTB Canal 3 Bénin avec l'appui de Osiwa à travers WANEP Bénin et AB Bénin. Ce soir, le débat portera sur le projet de révision de la Constitution, notamment dans les dispositions relatives à la réforme du système partisan et les mandats. Je ferai cet exercice avec mon confrère Osias Sounouveau de la télévision nationale. Osias, bonsoir. Bonsoir André. Merci d'accepter que j'officie cet exercice démocratique avec vous. Ce sera avec une bonne brochette d'invités. Je commence par présenter Victor Tokpanou. Victor Tokpanou qui est un universitaire spécialiste de sciences politiques, directeur de l'école doctorale, mais ancien membre également de la commission Djogbenou, la commission qui a été chargée par le chef de l'État de rédiger des propositions pour son projet de révision constitutionnelle, mais également chef de parti, si je ne m'abuse. Il est resté. Il est resté. Membre de l'ancienne commission Aranzo Glélé. Ancien membre voilà, de la commission Aranzo Glélé qui avait été aussi convié à faire des propositions pour un ancien projet de révision constitutionnelle qui, me semble-t-il, n'a pas prospéré. À vos côtés, Francis Laleye, politologue, acteur de la société civile qui intervient et suit de très près l'actualité politique, notamment la question de la réforme constitutionnelle. En face, Urbain Amegbedji, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce n'est pas à ce titre qu'il vient opiner ici. Je dois rappeler qu'il est surtout vice-président d'un parti ou un mouvement politique. Il nous le dira, il nous en précisera le statut aujourd'hui. Je le fais à dessein. Je vous titille à dessein. Alternative citoyenne. Tout à fait. Il est administrateur électoral et apportera un éclairage de ce point de vue. André Dossard, voilà, ceux avec qui, les invités avec qui nous allons débattre. Mais le débat va se faire également de manière interactive avec un public de citoyens qui représente une bonne brochette de la société politique du Bénin, de la société universitaire et de la société médiatique également, André. Tout à fait, Osias. Et avant de donner la parole à nos invités et à ce public, nous allons d'abord retourner vers le peuple, donner la parole aux citoyens pour savoir ce que Monsieur Tout-le-Monde pense justement de cette initiative de la réforme du système partisan. Le système partisan, il y a quel parti au Bénin? Il n'y a pas de parti. Oui, je dis ça parce que avant d'avoir un parti, il faut avoir un cadre, les cadres de membres. Voilà qu'aucun des partis n'a pas des militants qui ont des cartes. Non, chacun va voter pour lui-même. Hein. Et vous savez, la majorité des Béninois sont analphabètes. Au village, ils ne comprennent rien. Mais je crois qu'avec le temps, ça commence par aller un peu. Lui, il a choisi 5 ans, il n'a qu'à rester sur ces 5 ans. Je dis ça parce que aujourd'hui, les gens ont compris. Si lui et son groupe seront en haut et être sous la fraîcheur et que le peuple est sous le feu, vous voyez qu'il y a deux choses parallèles. On ne pourra pas s'entendre avec eux. Le Bénin a une maladie des partis et quoi? C'est quoi? Nous n'avons que des partis ethniques. Les partis ne couvrent pas tout le territoire national. Un pays qui a l'indépendance près de plus de 50 ans ne peut pas vivre comme ça. Le système partisan n'est pas encore réglé et ce serait difficile au président Talon de régler ce problème parce que nous sommes toujours dans l'ethnocratie. Quand tu vas à telle zone, c'est telle ethnie que tu vas voir. Le système partisan ne peut pas marcher parce que les leaders politiques, c'est eux-mêmes qui utilisent leur propre argent en tant que président du parti. Ils ne veulent pas laisser le parti à tous. Moi, je suis d'accord qu'on révise notre constitution, mais de manière responsable. C'est pas tel que le gouvernement actuel veut réviser à une manière, en calando. Là, moi, je suis contre. S'il y a un consensus autour de tout le monde, on peut réviser. Mais réviser à une manière spéciale, révision taillée à sa mesure, là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Là. Mais je suis d'accord qu'on touche la constitution béninoise. Moi, je suis inquiet. Est-ce que si on arrive à voter ou bien à voter mandat unique, les présidents qui vont arriver là, ils vont voler, non? Moi, c'est ce qui m'inquiète, moi. Hein. Le système partisan doit être à revoir. Parce qu'au Bénin, actuellement, l'heure est grave. Et le peuple a faim. Ce qui se passe dans le pays n'est pas une chose facile. Et le président Talon doit prendre conscience et doit mettre la balle à terre.
il doit revoir sa copie. La révision de la Constitution, c'est une chose à revoir. Ce n'est pas de la précipitation qu'il va mettre dedans. Il n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin et voir ce qu'il peut faire. Il faut régler le social dans le pays. Le pays, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les gens meurent de faim. Hein? Et on s'attaque aux constitutions. Pourquoi tout ça? Il faut régler le social d'abord. Le peuple souffre. Hein? Le peuple souffre sérieusement. Voilà, retour sur ce plateau de réforme en débat. Nous allons d'abord commencer en appréciant, Ozias Nouveau, le contexte, l'état des lieux le système partisan béninois. Hubert Amebedji, vous portez la voix du pouvoir dans cette discussion, la voix officielle dans cette discussion. J'ai envie de vous demander, pour commencer, qu'est-ce qui aujourd'hui rend nécessaire la réforme du système partisan de notre pays? Votre force populi. Bon, pour parler plus sérieusement, merci beaucoup. Disons que l'analyse, elle a été faite depuis plusieurs années. Et tous les rapports montrent que le système partisan est fragmenté à outrance dans notre pays. Nous sommes face à une fragmentation des partis politiques, une fragmentation excessive. Ça, vous ne me démentirez pas le nombre de partis qu'il y a au ministère de l'Intérieur et qui se créent tous les week-ends. Il y a également à l'analyse, au diagnostic, il faut dire qu'il y a un manque de lisibilité dans ce nombre de partis politiques qui fait que les idées fausses que doivent porter les partis politiques de manière à permettre aux populations de les distinguer à travers leurs choix politiques, idéologiques, économiques, on ne peut plus l'avoir puisqu'il y a une fragmentation excessive. Et enfin, comme a dit le téléspectateur, il y a un repli identitaire. Et chacun retourne dans son ethnie pour créer son parti à l'image de son ethnie. Et donc, face à tout cela, depuis plusieurs années, le diagnostic est fait, personne ne conteste le diagnostic. Nous sommes tous pour qu'il y ait une réforme du système partisan. Et enfin, d'ailleurs, vous savez que depuis 1990, aucun parti politique n'a réussi à placer un président de la République. Cela démontre déjà l'échec des partis politiques. On crée un parti pour accéder au pouvoir. Mais nous créons des partis pour ne pas accéder au pouvoir, pour avoir à négocier avec des individus. Et donc, il y a un problème du système partisan qu'il faut revoir et qui nécessite qu'il y ait une réforme. Nous y sommes. Des propositions ont été faites et nous sommes là pour en débattre. Mais si vous voulez que je parle du diagnostic, je pense que quelques idées, les collègues sont également là pour parler du diagnostic, mais je pense que fondamentalement, notre système partisan tel qu'il est aujourd'hui ne permet pas à un politique de réussir à accéder au pouvoir comme cela est prévu, l'animation de la vie politique par les partis politiques. Vous voyez comment ça se fait, mais finalement, ce sont les indépendants qui finalement accèdent au pouvoir. Victor Topano, est-ce que vous partagez ce diagnostic fait par Hubert Amebedji, y compris par les citoyens qu'on a interrogés, qu'on a entendus? Il n'y a véritablement pas de parti politique, je reprends au Bénin, ils ne considèrent pas qu'il y a de véritables partis politiques au Bénin. Est-ce que vous avez le sentiment que votre parti, y compris le parti de M. Hubert Amebedji, devrait aller vers de grands groupements et qu'il y a vraiment nécessité de réformer le système partisan? Écoutez, autant la question est directe, autant la mise en bouche n'est pas nécessairement exacte. Lorsque j'ai écouté le micro-trottoir, vous n'allez pas vous mettre au même niveau que ceux qui ont parlé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'il n'y a pas de parti qui veut le dire. Ils en contestent le fonctionnement. Lorsque la dame dit, par exemple, qu'on ne peut pas dire qu'on a des partis parce que les membres n'ont pas de carte. En fait, ce qu'elle veut demander, c'est que désormais, les partis qui existent déjà puissent obtenir de leurs membres qu'ils aient une carte. C'est tout. C'est donc, en réalité, loin de dire qu'il n'y a pas de parti, ils contestent ou ils regrettent le fonctionnement parfois anormal des partis, ce en quoi je suis d'accord avec eux. Sur cette base-là, la proposition de solution ne peut pas être la même que celui qui dit qu'il n'y a pas de parti. Parce que si vous dites qu'il n'y a pas de parti, ça veut dire que vous demandez qu'on en crée.
Mais si vous dites que les partis fonctionnent mal, ça veut dire qu'en face, la solution que vous proposez, c'est pour que les partis fonctionnent mieux. Il faut pouvoir dire avec précision et concision, quand on veut s'engager dans des réformes d'institutions engageant la vie de plusieurs millions d'individus, il faut s'assurer que le diagnostic est précis, qu'on est en train de traiter le palu et non pas la fièvre typhoïde. Et c'est de ce diagnostic que dépend la pertinence de vos solutions. Pour revenir à ce sujet, il ne faut pas me regarder en face et me dire que le système partisan a un lien avec la Constitution. Vous ne pouvez pas vouloir renforcer le système partisan et penser qu'il faut réviser la Constitution. Dans notre Constitution, une seule disposition concerne les partis, c'est l'article 5. Une seule. Toutes les autres dispositions sont d'ordre légal et réglementaire. Si vous estimez que le fonctionnement n'est pas bon, prenez les lois. Nous avons la loi sur la fameuse charte des partis qui prévoit tout, y compris le financement. Mais comme malheureusement on ne lit pas souvent les textes dans notre pays, on pense que tout doit être réglé par la Constitution. Pour illustration, prenez la proposition qui est faite dans la Constitution et vous verrez le projet de Constitution, l'article 5, tel qu'il a été réécrit. Si vous voulez, on reviendra là-dessus. Mais vous vous rendez compte que ce ne sont que des dispositions qui auraient mieux fait d'être dans la loi. Dans la loi. Mais comme je dis... Qu'est-ce qui vous gêne que cette disposition soit sanctuarisée et rendue impérative? Oui, c'est justement ça. C'est-à-dire que le débat sur la révision constitutionnelle au Bénin a conduit à une espèce de ce que j'appelle la constitutionnite. C'est-à-dire que les élites politiques et intellectuels du Bénin sont convaincus qu'il faut tout mettre dans la Constitution. On était dans la commission, les membres de la société civile arrivent, ils disent qu'il faut mettre dans la Constitution. Les chefferies traditionnelles arrivent, il faut mettre dans la Constitution. Les opérateurs économiques, CCIB, voilà, ils disent qu'il faut mettre dans la Constitution. Parce que tout le monde pense que la Constitution, finalement, et c'est ça le grand danger qui guette notre pays. Le débat sur la révision a abouti à une espèce d'état d'esprit où on pense que dans notre ordre juridique interne, il y aurait deux types de lois, l'une constitutionnelle et l'autre ordinaire, et que seules, dans cet ordre juridique interne, seules les lois constitutionnelles doivent être respectées, faute de quoi vous risquez des sanctions lourdes. Mais qu'à côté, l'ensemble des autres lois, qui sont également des lois avant tout, on peut ne pas les respecter. En conséquence, quand c'est dans les lois, ce n'est pas sécurisant. Mettons dans la Constitution. Ce comportement-là est, à mon sens, la charte des partis politiques et le statut de l'opposition que vous avez évoqué n'explique-t-il pas aussi ce que vous... voilà, et c'est pour ça que je parlais de diagnostic. Je parlais de diagnostic. Lorsque, par exemple, on se plaint de 200 partis, est-ce qu'on est sûr de savoir ce dont on parle? Est-ce que les Béninois savent combien de partis il y a en France? Plus de 600 partis. Plus de 600 partis. Vous m'avez bien entendu. Au 1er janvier 2017, lorsque les structures devaient procéder au financement des partis politiques, ils en ont dénombré 617. Par contre, ce ne sont pas les 600 qui sont représentés au niveau national. Or, vu du Bénin, on a le sentiment qu'en France, il y a la droite, il y a la gauche, il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche. On ne sait même pas combien de micro-partis il y a dans l'extrême gauche. Vous savez combien de partis il y a aux États-Unis? Ça se compte en milliers de partis. Les 200 partis dérangent qui au Bénin? Est-ce que réellement, avant de dire qu'il faut le réformer, est-ce qu'on s'est assuré que le fait qu'il y ait 200 partis a un impact direct sur le fonctionnement du système national? Non. Vous n'avez pas le sentiment que la multiplicité des partis vicie la moralisation de la vie politique? Depuis 1990, vous pouvez me dire combien de partis ont été représentés à l'Assemblée nationale? Actuellement, il y en a 11 maximum, avec alliance de partis. 11. Mais dans le même temps, vous passez tout le temps à crier 250 partis, 250 partis. Et dans les législatures précédentes, ce n'était même pas 11. Alors, il y a 11 aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a ce que dit le président, ce que dénonce depuis longtemps le président Abraham Zizoro. Au début, je ne l'écoutais pas. Maintenant, je crois qu'il a raison. C'est la fameuse notion d'alliance qui n'est pas dans la Constitution, qui a glissé subrepticement dans la loi, qui a fait que, justement, les gens se sont dit, bon, c'est une occasion. Et en plus de cela, et c'est le deuxième facteur, mais si vous voulez un système plus stabilisé,
agissez sur le mode électoral, sur la loi électorale. La loi électorale aujourd'hui, pour aller à l'Assemblée, c'est la proportionnelle. Mais qui ne sait pas au Bénin que la proportionnelle émiette le paysage politique? Qui ne le sait pas? Qui est obligé de réviser la Constitution? Simplement parce qu'il y a 11 représentations de partis à l'Assemblée nationale. Pourquoi faut-il réviser la Constitution pour ça? Le problème n'est pas là. Faisons les bons diagnostics et allons aux solutions précises. C'est une question de chirurgie. Si vous faites erreur dans le diagnostic, vous faites erreur dans le traitement. Et là, si vous ne voulez plus de représentation massive à l'Assemblée nationale, encore que 11, ce n'est pas beaucoup, à ce moment-là, passez au mode de scrutin majoritaire. Et vous allez voir, ça va complètement tasser. Et donc, c'est beaucoup plus une question de mode de scrutin. Le nombre pléthorique de partis politiques, pour vous, ne pose aucun problème. Absolument pas. Ce n'est pas non plus glorifiant, élogieux pour les partis politiques, pour le système partisan, que de n'avoir jamais réussi à produire, par exemple, un président de la République jusqu'à présent. Est-ce que c'est parce qu'il y a 250 partis qu'un candidat de parti n'est pas président? Est-ce que c'est ça? Non. C'est un problème sérieux. Est-ce que c'est parce qu'on a 250 partis qu'on a eu 250 candidats et que c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu... À votre avis? Mais franchement... Cela ne fonctionne-t-il pas la représentativité des partis, justement? À mon sens, non. À mon sens, non. Vous avez des partis qui ne représentent qu'eux-mêmes. Mais ça vous fait quoi, démocratiquement? La Constitution a prévu qu'un Béninois, dans un système démocratique, qui pense qu'il a de l'argent, qui peut réunir 12 ressortissants par département, créer un parti. Mais si le parti ne fonctionne pas, c'est son problème. Est-ce que cela a un impact? Ça commence par devenir un problème lorsque cela a un impact sur le fonctionnement du système national. Et le clientélisme que cela développe? Non. Si c'est ça le diagnostic que vous voulez, dites-le moi. Si c'est le clientélisme, alors à ce moment-là, le problème est différent. Ça veut dire qu'il faut identifier ceux qui donnent de l'argent et les punir sévèrement. Et donc modifier la loi. D'accord? Ensuite, punir ceux qui prennent l'argent. Vous n'allez pas dire parce que des gens prennent l'argent, on va changer la Constitution. Ce n'est pas ça qui fait changer la Constitution. Francis Lalaye, vous avez vu acquiescer à plusieurs reprises pendant que le professeur Tokpanou s'exprimait. Il estime que le nombre de partis politiques ne pose aucun problème et qu'on n'a pas besoin non plus de tout mettre dans la Constitution. Est-ce parce que vous partagez son avis que vous avez autant acquiescé? Il y a longtemps que je le dis. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des propositions qui sont très cosmétiques, très sexy. Ah, on va réduire le nombre de partis politiques, on va avoir 2 partis, 3 partis. Oui, tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Encore que, on dit 250 partis. Si on s'amuse à mettre en œuvre simplement ce qu'il y a dans la charte des partis politiques, quoique imparfaite, et elle est très imparfaite, si simplement on s'amuse à vérifier l'existence de ces partis, je ne suis pas sûr qu'on en ait une 50aine. Admettons qu'on en ait une 50aine, on dira c'est encore trop. Il y a combien qui entrent au Parlement? Je reviens à l'exemple que je voulais donner tout à l'heure. Prenez n'importe quelle élection, présidentielle, législative, locale, depuis 1990. Même si les locales ont commencé plus tard, vous vous rendrez compte aisément que vous avez grosso modo les 5 premiers, vous avez 4 à 5 partis ou forces politiques, on va dire forces politiques, qui font à elles seules peut-être jusqu'à 95% de l'électorat. Et quand vous prenez à l'intérieur de ce quintet-là, pour être large, pour être là, sinon on dira 4. Les 2 premiers à eux seuls, ils font combien? Ils font déjà dans les 60%. Et les 3 derniers de ces 5-là se partagent le reste. Bon an, mal an. Et c'est les mêmes. C'est autour des mêmes regroupements que ça se fait depuis. Je disais 5 parce qu'à un moment donné, on avait le MADEP qui était entré dans les 5-là. Et le MADEP en est ressorti depuis. Donc, les électeurs ne se trompent pas quand ils vont voter, en dépit du grand nombre de partis politiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réformer, mais je dis ne nous trompons pas. Parce que la question du diagnostic dont le professeur Tokpanou a parlé, c'est essentiel. Je n'ai pas vu de diagnostic.
Il faut le diagnostic. Il y a erreur de diagnostic selon vous. Je n'ai pas vu de diagnostic, je vous dis. Si vous vous trompez de diagnostic, vous imaginez les conséquences. Oui, Hubert Meguedi, pourquoi veut-on forcément inscrire dans le cadre de la révision de la Constitution la réforme du système partisan? D'abord, je voudrais faire remarquer que les solutions qui nous sont proposées ne correspondent pas à ce qu'ils ont dit. Pourquoi? Personne n'a dit de limiter les partis dans la réforme. Personne n'a dit ça, il n'y a aucun article. Ok? La liberté totale de créer les partis existe toujours. Vous pouvez pas y aller à 600, puis aller à 800. Personne n'a dit ça. Donc, faire le raisonnement comme si la réforme actuelle avait proposé de limiter les partis, c'est fait faux, c'est enfumer les gens, c'est pas vrai. On n'a jamais dit ça. Non, attendez, mais laissez-moi aller. Quand vous dites enfumer les gens, on ne peut pas se taire. S'il vous plaît, on a répondu. Je vous ai dit, qui ne parle pas d'enfumer les gens, c'est ça qu'il fait. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu un diagnostic? Parce que j'ai le sentiment que vous estime qu'il n'y en a pas eu. Que la réforme a pour but de limiter les partis politiques. Je dis non. C'est ce qui a été dit. Que si on fait un mauvais diagnostic, on va faire de mauvaises solutions. Attendez, que j'en arrive. Vous allez prendre la parole. Monsieur le directeur général, on n'a pas fait de diagnostic. Je dis, dans les propositions actuelles, il n'est écrit nulle part que le nombre de partis politiques sera limité. La liberté est acquise à tout le monde. Vous pouvez créer vos partis. Il confirme. Oui. Ce qui a été proposé, donc non mais disons les choses pour les populations nous suivent. Disons-leur ce qui est dans le projet. Nos analyses doivent avoir pour rôle de conforter ce qui est ou de dénier ce qui est dans le projet, mais pas ce qui n'est pas dedans. Alors, quels sont les éléments de motivation? Les éléments qui sont dedans sont des éléments liés au mode électoral, à savoir le seuil. On a proposé un seuil de 10%. Monsieur le professeur, j'admets avec vous qu'on peut le mettre dans la loi, si c'est ce que vous contestez. Non, attendez. Si c'est ce que vous contestez, je l'admets avec vous qu'on peut le faire. Qu'on peut le faire dans la Constitution, on peut le faire dans la loi. Mais c'est ce qui est proposé, ça n'a pas pour rôle d'empêcher quelqu'un de créer son parti. Deuxième chose, le financement des partis politiques. J'admets également avec vous que si vous voulez, on peut le mettre dans la loi. Ce n'est pas interdit non plus de le mettre dans la Constitution. Mais là aussi, ça n'interdit pas à quelqu'un de créer son parti. Mais ça dit, si vous voulez avoir accès au financement public, vous devez remplir des conditions. Ça se fait en France, ça se fait aux États-Unis, ça se fait partout où vous avez cité. Donc la proposition actuelle ne vise pas à limiter la liberté des gens à créer les partis. Ça n'a jamais été dit. La proposition vise à ce que ceux qui sont les plus représentatifs puissent avoir accès au financement, qu'il y ait une couverture totale du territoire, qu'il n'y ait pas de partis ethniques, parce qu'on a mis 1/5, il faut couvrir 1/5 des circonscriptions électorales de manière à obliger les gens à ne pas se renfermer sur leur ethnie, sur leur groupe et pouvoir continuer à travailler ainsi. Donc moi j'ai une lecture totalement différente de ce que j'entends. Reconnaissons-le quand même, que si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord que la fragmentation empêche une population à 60% analphabète d'avoir de la lisibilité dans les choix qu'il va faire. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est mon opinion et c'est mon analyse. Et donc, par rapport à cela, je voudrais dire que vous demandez, revenons aux propositions qui ont été faites. Vous avez commencé déjà avec les propositions qui ont été faites visent essentiellement le seuil, le financement. Voilà. Et dans le financement, nous avons deux dispositions qui ont été proposées. Il y a comment dit-on, avoir couvrir au moins 1/5 des circonscriptions électorales et avoir 1/5 des députés à l'Assemblée nationale, ce qui fait peut-être 17 actuels si on se base sur le nombre de députés actuels. Vous voyez. Donc, par rapport à ces propositions, je n'ai vu nulle part et je n'ai entendu nulle part qu'il y a une volonté de limiter les citoyens dans leur vouloir de créer des partis. Ils sont libres. Mais si vous permettez, avant qu'on aborde, qu'on vous amène à opiner sur les propositions faites pour le financement public des partis politiques, on va écouter un certain nombre d'universitaires et d'acteurs politiques à qui on a tendu le micro pour qu'ils opinent également sur le sujet. Je crois que c'est parce que la période est inopportune qui a tout ce cataclysme d'humeur. Un cataclysme d'humeur favorisé quand même par des voix discordantes
qu'on ne s'explique vraiment pas. Le second aspect, c'est le jeu des partis politiques, le jeu du système partisan qui devrait normalement venir en renfort à la démarche de l'exécutif. Le système partisan, qui soit dit en passant, devrait se réjouir parce qu'il y a quand même de belles réformes dans ce projet de révision de la Constitution. Le nombre incalculable de partis politiques qu'on avait, de micro-partis qu'on avait, tout le monde était d'accord pour qu'on en réduise significativement le nombre. Ce projet de révision de la Constitution, pour ce que j'en sais, nous permettra d'atteindre cet objectif de telle sorte que nous ayons de grands blocs politiques, de grands partis politiques, à l'instar des grandes et fortes démocraties. Donc, normalement, le système partisan actuel devrait œuvrer à ce que ce projet se concrétise, étant entendu que non seulement le gouvernement veut faire du parti politique un instrument de développement du pays, mais a promis venir en renfort du fonctionnement du système partisan, comme dans les grandes démocraties. Donc moi, je crois que les partis actuellement ne jouent pas ouvertement le rôle de support qu'ils devraient jouer. Peut-être qu'ils le jouent en sourdine, en torpillant un peu le projet, simplement parce que, comme je l'ai toujours dit, selon cet adage bâtonnou, chacun gratte la partie qui le démange. Là, maintenant, dans le projet, c'est un mandat unique de 6 ans qui donne 6 ans au président de la République, aux députés et aux maires, en raccourcissant le mandat des élus locaux et communaux. Alors, quelqu'un qui a battu campagne, qui a fait peut-être un programme et qui est élu pour 5 ans, vous venez lui dire après 2 ou 3 ans d'exercice que non, tu feras 4 ans, tu feras... C'est incroyable, c'est inadmissible. Vous comprenez? Donc, vous voyez, c'est la question du mandat unique, l'ajustement que ça devait faire, qui a conduit à cela. Pourquoi cela? Ça n'a aucun intérêt et nous ne sommes pas d'accord. En ce qui concerne le système partisan, bon, c'est vrai que nous y avions travaillé et nous avons soutenu qu'il faut, premièrement, une liberté totale d'organisation. Une liberté totale d'organisation. Il faut que la charte des partis soit faite et que tout groupe d'hommes se conformant à la charte des partis puisse créer un parti et qu'il ne fallait pas d'autorité dire qu'il fallait qu'on se ligne sur telle ou telle idéologie et qu'on fasse 3 ou 4 grands partis. Par rapport à moi, comme vous avez pris un aspect précis du projet de révision de notre Constitution, je voudrais simplement dire qu'en ce qui concerne le système partisan, j'avoue personnellement que nous n'avons pas besoin de la Constitution pour régler ce problème. Et dans le projet actuel, ce qui est prévu, bon, ça n'apporte rien de nouveau. La question du système partisan peut être entièrement réglée dans la charte des partis politiques. Maintenant, en ce qui concerne le mandat unique, non seulement c'est le mandat unique, mais il y a aussi la durée et l'harmonisation des durées. Là aussi, il faut avouer que les faits sont en train de nous donner raison aujourd'hui que le mandat unique n'est pas ce qui est souhaitable. La manière dont les choses se passent aujourd'hui, ça inquiète, dans la mesure où on n'a pas l'impression qu'on est en train d'animer de véritables partis politiques. Voilà pourquoi, par rapport à ça, et tout ce qu'il y a comme réforme dans le domaine partisan, je dis, moi, personnellement, je suis preneur. Et pour ce qui concerne le mandat unique, oui, après l'examen, personnellement, lorsque c'est réuni au niveau du bureau politique, nous avons analysé, nous étions pour le mandat unique. Et nous, on avait même proposé un mandat unique de 7 ans. Première année, pour vraiment prendre le pays en main, travailler pendant 5 ans, et 7e année, là, et faire le bilan. Mais mandat unique, pas un mandat unique tout va, non, un mandat unique avec cadrage.
Il faut bel et bien qu'il y ait des cadrages sur des éléments essentiels, quel que soit celui qui vient au pouvoir, qui n'ait pas la possibilité de les modifier. Il peut augmenter, il peut ajouter, il peut autre chose, mais il ne peut pas qu'il y ait ce minimum-là. C'est ce que nous appelons le cadrage. Il y a des voix qui s'élèvent qui estiment que le système partisan de notre pays pose un problème. Évidemment, le système partisan peut poser problème si on parle de 3 constats qui sont des évidences, c'est-à-dire une atomisation du système partisan, plusieurs partis politiques, et non seulement une atomisation, mais on n'arrive pas à voir qui est qui dans le système partisan. C'est qu'il n'y a pas de démarcation idéologique. Et ça se manifeste par des alliances de tout genre, où sociodémocrates, libéraux et non-libéraux, centristes peuvent se retrouver dans une même alliance politique sans qu'on sache réellement ce qui les réunit. Et enfin, il y a quand même un amateurisme par rapport à l'intervention des acteurs politiques sur le débat public. Quand je dis amateurisme, ça dit quoi? C'est par rapport aux exigences actuelles de la gouvernance politique. Je pense que notre pays peut faire mieux. Donc sur ces 3 constats, oui, effectivement, le système partisan pose un problème. D'où il faut réformer le système partisan. Alors, avant d'apprécier l'opportunité du mandat unique, il faut peut-être d'abord apprécier les solutions proposées pour la réforme du cadre partisan. En tout cas, dans la réforme constitutionnelle, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le financement public des partis politiques, financement qui existait auparavant, mais peut-être un financement qui va être beaucoup plus davantage que ce qui est proposé. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas la solution, parce que le problème qui est posé, ce n'est pas en quelque sorte un problème d'argent. Il faut donner l'argent. C'est un problème de responsabilisation des partis politiques. C'est ce que je pense. Voilà, retour sur ce plateau de Initiative Réforme en débat. La question, nous sommes maintenant sur la question du contenu pour ce Tokpanou, le projet de révision de la Constitution, notamment en son article 5 nouveau, porte les dispositions concernant la réforme du système partisan à travers la question du financement public des partis politiques. Désormais, il faudra réunir 1/5 de l'effectif de l'Assemblée nationale et sur 1/5 des circonscriptions électorales pour prétendre bénéficier de ce financement. Est-ce que, selon vous, ça pourra régler la question du multipartisme qui se pose aujourd'hui, c'est-à-dire la prolifération des partis politiques, même si vous estimez que ce n'est pas un problème? Non, de toute façon, ce n'est pas pour régler le problème de la prolifération des partis, puisque le directeur général l'a très bien rappelé. On n'interdit pas aux gens de créer, donc les gens vont continuer de créer. Le multipartisme intégral demeure. Il va demeurer. Ce qui est en cause, c'est le financement public. Parce qu'on fait le pari, et c'est pour ça que je parlais de diagnostic, on fait le pari que le financement, par son fonctionnement dans le temps, va conduire à un regroupement de partis. C'est ça le pari que l'on fait. C'est un pari. Et donc ce n'est pas forcément la réponse à un problème. On fait un pari. C'est différent. C'est 2 choses différentes. Ça veut dire que le pari peut ne pas arriver. Et c'est là le premier danger. Admettons que les critères prévus par la Constitution ne soient pas réunis. C'est-à-dire qu'au lendemain des prochaines législatives, il n'y en a aucun qui réunisse ces critères-là. On fait quoi? Tout le monde viole la Constitution ou bien on revient et puis on la révise? Non, non. Est-ce que tel que ça se passe aujourd'hui, le fonctionnement du système partisan peut nous permettre d'avoir cette éventualité? C'est possible. Ça n'est que possible. Donc ça peut arriver. On souhaite que ça arrive. Il faut bien comprendre que je n'ai rien contre les réformes et que depuis de nombreuses années, je l'ai toujours dit. En particulier, le principe de financement public de l'activité politique. Je l'ai toujours dit. Donc le problème n'est pas là. Il n'est qu'un moyen pour régler un certain nombre de problèmes qui ne sont pas retenus ici. Parce que regardez, dans la nouvelle rédaction, il n'y a que 2 choses de prévues. Le principe est acquis de financement public et la condition. Mais dites-moi, est-ce que le système partisan du Bénin n'est fait que des législatives? Il y a beaucoup de partis qui animent la démocratie locale. Il y a beaucoup de partis qui sont représentés au niveau des communes, des municipalités, des quartiers. Mais rien n'est dit là-dessus. Rien. Et donc, finalement, tout se passe comme si il suffit juste d'avoir des députés pour faire ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Ou alors personne ne réunira ces critères,
Ou alors les gens vont se mettre en alliance une fois de plus, comme ne l'aime pas beaucoup le président Zizouroué, et ils vont avoir le financement, ils vont repartir. Non, je pense que c'est des sujets suffisamment importants. Est-ce que le seul problème, c'est d'avoir des députés? Est-ce que c'est seulement le fonctionnement de l'Assemblée nationale qui préoccupe dans la réforme du système partisan? Si c'est oui, alors le projet de loi répond à cette question. Mais à mon sens, ça n'est pas que ça. Le système partisan, c'est ce que le peuple béninois vous dit, vous envoie comme dysfonctionnement dans des partis politiques. C'est le fait qu'il n'y ait pas de carte de membre. C'est le fait qu'officiellement, on ne sait jamais trop bien où sont les citoyens, encore moins les acteurs politiques. Est-ce que cette disposition règle ces problèmes? La réponse est non. Au-delà de ces aspects négatifs que vous soulignez, quels sont selon vous les aspects positifs de cette disposition? Le principe du financement. Je suis d'accord. Mais en même temps, j'estime que le principe ne peut pas être réduit qu'aux seuls députés. C'est ça le vrai problème. Donc le principe du financement, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce que je m'évertue à vous expliquer. En finançant, comme partout, l'avantage, le premier problème qu'on règle, ce n'est pas le système partisan. Loin s'en faut. Le premier problème qu'on règle, c'est le problème du financement privé. Parce que comme la nature a horreur du vide, le fait qu'il n'y ait pas de financement public, il se substitue à un financement privé. Et le financement privé a pour conséquence quoi? Que le président Humbedi sache qu'il ne peut plus être candidat, mais se maintienne à la tête de son parti. Que la famille Soglo continue de maîtriser la RB. Que difficilement la Moussou a cédé le PSD, etc. etc. C'est de ça. C'est ça que les gens voient. Et pourquoi il en est ainsi? C'est parce qu'il n'y a pas de financement public et que ces gens-là financent de leur propre poche. Quelle légitimité vous avez après à leur dire oui, vous avez fini de financer, mais vous pouvez partir? Tous ceux qui ont voulu remettre en cause leur légitimité, on leur a montré la porte. Et c'est eux qui sont partis. Les présidents sont restés. C'est ça les vrais problèmes du système partisan. Ce n'est pas tout. Il y a aussi la question, et le dernier citoyen l'a rappelé, il y a aussi la question des idéologies. Pourquoi veut-on financer des députés s'il n'y a aucune démarcation idéologique? On leur dit, allez juste vous asseoir à l'Assemblée nationale, on vous donne de l'argent et c'est tout. Ça ne règle pas le problème. C'est pour ça que je le répéterai 50 000 fois au besoin. Les réformes ne peuvent être appréciées dans leur pertinence que par rapport à l'exactitude du diagnostic. Le pire du financement privé, c'est quoi? C'est qu'au niveau présidentiel, vous avez des privés qui tiennent le président parce que justement le financement public n'existant pas, ce sont eux qui les ont aidés à financer leur campagne et comme ils ne sont pas des mécènes et qui ne sont pas des philanthropes, ils le font parce qu'en retour, ils espèrent un financement. On l'a connu dans ce pays. Qui ne le connaît pas ce problème? Pourquoi voulez-vous cacher les problèmes? Vous voulez régler les problèmes ou vous voulez les cacher? Donc, ce sont les diagnostics qu'il faut faire. On ne vient pas devant un peuple. On lui dit, voilà, désormais, je décrète le financement des partis qui ont des députés et le débat est clos. Non. Si vous faites ça, vous ratez une occasion de passer à côté de la plaque. S'il aurait fallu retoquer justement ces propositions-là et les améliorer au regard, à l'aune des différents problèmes que vous avez évoqués, qui, à votre regard, ne sont pas résolus par ces propositions, qu'aurait-il fallu faire? Il aurait fallu des dispositions beaucoup plus détaillées. Et c'est en cela que j'estimais que... Dans la Constitution ou dans la Voilà, loi? c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que j'estime que ce n'est pas dans une Constitution que ça se fait. Vous reprenez la charte des partis, le financement est déjà garanti. Vous reprenez juste ces dispositions-là, vous les mettez dedans. Vous mettez dedans et vous dites que pour en bénéficier, il ne suffit pas seulement d'avoir des députés. Mais il faut également montrer qu'on a fait un travail idéologique, un travail de formation des membres, un travail de formation des cadres, etc., etc. Si vous ne le faites, et ça, on ne peut pas l'avoir dans une constitution, sauf à avoir une conception complètement erronée de la constitution. C'est pour ça que si on s'était assis pour dire le problème partisan, on le règle. Quelles sont les préoccupations? On fait appel à ceux qui observent et qui analysent. Ils vous font les diagnostics qu'il faut. Ils vous proposent des solutions à côté. Vous verrez, vous direz, écoutez, la commission là m'a fait cette proposition, je ne la trouve pas suffisamment pertinente, mais celle-ci, elle est beaucoup plus pertinente. Voilà ce que je propose. Et le président, c'est-à-dire l'initiateur du projet, vient, il dit, voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Voilà le diagnostic que nous avons fait et que nous partageons. Et voilà les solutions qui m'ont été proposées. Mais voilà le choix que j'ai fait et voici pourquoi je le fais. Mais faute de cela,
on s'engage dans un processus de révision, alors même que les gens ne sont pas encore conscients des problèmes qu'on veut régler. Est-ce que cette disposition règle les problèmes du système partisan? Pour partie. Moi, j'ai toujours été d'accord du financement public, pour plusieurs raisons. J'ai considéré que ce que l'on ne sait pas assez, c'est que les chefs de parti qui ne financent que dans leur zone ethnique ou régionale, c'est parce que c'est tout simple, hein? C'est juste parce qu'ils n'ont pas les moyens de financer des activités sur toute l'étendue du territoire. Pour organiser une activité politique au Bénin, il faut un minimum de 2 millions, si ce n'est 3 millions. Si vous décidez d'organiser une activité politique dans chaque commune du Bénin, ça vous fait 2 millions fois 77, 144 millions. Et si vous décidez, pour un parti qui se respecte, d'organiser 3 activités par an et par commune, ça vous fait 144 millions multiplié par 3. Et ça, c'est sans compter les frais de sandwich, t-shirt et autres? Non, tout est dans les 2 millions. Ah bon, et donc, à partir de ce moment-là, tous les présidents de parti se disent, mais comme je n'ai pas les moyens de faire ça, j'investis dans ma zone. Parce que là, je parle la même langue avec les gens. Et je sais que le retour sur investissement sera immédiat. Donc, pour enlever ce problème-là, il faut aller vers le financement public. Et en exigeant des activités nationales, vous verrez que les micro-partis vont disparaître. Ils n'en auront pas les moyens. Donc, ce n'est pas fondamentalement la réduction du système partisan qui me pose problème. Non, au contraire, je pense même qu'il faut aller vers ça. Mais à travers des solutions à des problèmes précis. On n'a pas bien analysé les choses et on propose d'aller financer des députés comme si c'était la panacée. On va écouter Francis Layet sur la question donc, du financement des partis politiques. Oui, je dois dire, j'ai toujours été, et pas plus tard que lundi dernier, dans une certaine arène. Je présentais une communication publique dessus, je défendais ça. Ça fait des années. Pour le financement public, pour la réforme du système partisan, qu'on ne veuille pas faire croire que c'est le contraire. Mais je dis et je répète, si on se trompe de diagnostic, on passera à côté des solutions. Il y a un effort qui a été fait ici, mais ce qui me gêne ici, c'est qu'on a le sentiment que, premièrement, le financement des partis politiques résout tous les problèmes du système partisan. C'est archi faux. C'est une solution partielle. Partielle, oui. C'est une solution partielle. Maintenant, on peut s'en servir. D'où l'importance de faire un bon diagnostic au départ. On peut s'en servir pour corriger un certain nombre de choses. À votre avis, qu'est-ce que les députés qui ont le projet de texte sur la table doivent faire? Je pense qu'il faut un peu réduire les seuils qui sont déjà mis ici. Vous avez 2 niveaux en réalité. Vous avez une première catégorie de critères. En fait, de catégories, il y en a 2. Où il vous faut avoir donc en gros 1/5 des membres du Parlement. Ça doit faire 16,6, donc j'imagine que c'est entre 16 et 17. Et vous devez les avoir eu vos élus dans au moins dans 1/5 des circonscriptions. Donc 5 circonscriptions. 4,8, c'est ce que ça donne, mais bon, ça sera la cause, j'imagine, voilà. Mais même là, ça pose un problème, parce que si on ne veut pas de parti ethnique, si vous avez un parti qui, au niveau régional, est bien implanté, il boucle ces 5 circonscriptions dans sa région. Hein. Et vous pouvez vous retrouver, que Dieu nous en garde, dans une configuration nord-sud, simplement, tout bêtement. Parce que quand vous regardez le nombre de membres qu'il faut avoir, combien de forces politiques arrivent à sortir des élections aujourd'hui avec 17 députés? Et quand je dis aujourd'hui, c'est depuis plusieurs élections. C'est peut-être pour ça que le regroupement et l'alliance vous sont pesant d'or. Oui, mais vous voyez que quand les critères... il faudrait vraiment une émission sur les questions qu'on met un peu sous le vocable diagnostic, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez que depuis plusieurs élections, les forces politiques ont été obligées de se mettre ensemble. Les fameuses alliances. Et je vous donne un exemple tout bête. Regardez la RB. La RB 1999, sortie des urnes. Résultat brut, 29 députés. Après le passage devant la Cour constitutionnelle, 27 députés.
il lui restait quand même encore de quoi former 3 groupes parlementaires à elle seule. La même RB, en 2011, alliée aux partis, aux forces politiques qui la combattaient. Oui. La même RB s'en sort avec combien? C'est 3 parlementaires, je crois. 3 ou 5, quelque chose comme ça. Avec ses adversaires d'hier, tous ensemble, ça veut dire que toute seule, elle n'aurait même pas été capable de faire ça. Donc ça vous donne une idée de la déliquescence des partis politiques. Donc ce que je veux dire, je pense que les seuils, il faut... Parce qu'on risque de se retrouver tantôt avec une seule force politique, tantôt avec 2 forces politiques. Et quand les partis ont été obligés de se regrouper, on a eu des alliances, l'alliance de la carpe et du lapin, purement électoralistes, purement subjectives et qui généralement ne survivent pas aux élections. Et il y a un deuxième niveau de... Oui, je parlais de catégorie de critères. La deuxième catégorie de critères, en fait, c'est un critère, c'est les seuils d'attribution de sièges. Et là, on dit qu'il faut avoir 10%. Oui. Combien de partis arrivent à avoir 10% sur l'ensemble du pays? Donc, il ne faut pas se retrouver piégé par les dispositions qui sont mises. Je pense que les seuils sont un peu élevés. Deuxième élément, il faut... Je disais qu'on pouvait partir du financement pour tenter de régler quelques soucis. Si on veut qu'il y ait plus de femmes, si on veut qu'il y ait plus de jeunes, si on veut que les partis fonctionnent, qu'ils tiennent régulièrement leurs instances statutaires, si on veut que les partis forment leurs militants, c'est l'occasion d'en profiter. Normalement, ce qui m'embête, on a l'impression que c'est le financement pour le financement. Non, le financement doit servir d'une part à favoriser, à encourager ceux qui vont dans le sens souhaité, et il faut indiquer le sens souhaité, et d'autre part, le même financement doit servir à dissuader ceux qui ne vont pas dans ce sens, à les pénaliser. En France, par exemple, vous avez un certain nombre de critères un peu sur la base des résultats comme ça, mais quand vous arrivez à les atteindre, mais que vous n'avez pas exploité les dispositions prévues pour la promotion des femmes, vous n'avez plus droit au montant qui était prévu, même si vous avez rempli tous les critères du résultat par ailleurs. Alors donc le texte envoyé à l'Assemblée, il est perfectible. Et si on entendait, on vous réserve... Vous aurez la parole. Non, vous allez le faire rapidement parce que le public... Je parle peu et vous me donnerez quand même cette occasion. Non, je voudrais dire 2 petites choses. Voyez-vous, excusez-moi, mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Que ce soit la loi qui réglemente les choses et vouloir en même temps qu'on les mette dans la Constitution. La formation des partis politiques, leur fonctionnement, on ne peut pas mettre dans la Constitution. On ne peut pas mettre dedans. Donc on met le minimum dans la Constitution. Ce sur quoi on ne voudrait pas qu'un pouvoir de son humeur revienne pour punir des gens, on le met dans la Constitution pour garantir à l'opposition le droit d'avoir accès à ça, quel que soit celui qui vient au pouvoir, et pour le reste, on met dans la loi. Je pense que c'est ce qui se fait, et c'est ce qui est idéal. Les dispositions dont vous parlez, la formation, le fonctionnement, et tout cela, on ne va pas mettre dans la Constitution, on met dans la loi. Parce que, au-delà de la Constitution, il y aura la charte des partis politiques qui aura à compléter les dispositions, à les expliciter, à dire dans la mise en œuvre comment il faut faire. Le seuil, c'est une option. C'est une option, on ne peut pas me dire... Vous voyez, actuellement, dans les regroupements qu'on a eu au Parlement, les alliances, on a eu le seuil des 10%. Il y en a au moins 3 qui ont le seuil des 10%. Je conviens avec vous qu'on peut dire que c'est élevé. C'est une option. Parce qu'à la fin, il faut faire une option. Il ne faut quand même pas... Parce que chacun a son opinion là-dessus. Il y a ceux qui sont pour 5%, ceux qui sont pour 8%. Le gouvernement actuel propose, enfin, 10%. Reste aux parlementaires à faire le débat et à en décider finalement 10% c'est bon, 5% c'est bon. Mais je reviens à ce que disait le professeur Topanou. Et si, comment dire, personne n'atteint le seuil, bon, ça va être un peu difficile. Ça va être un peu difficile. Les partis politiques, il est chef de parti politique. Lorsque l'on met les critères, tout le monde court pour avoir la meilleure chance de l'atteindre. Et je vous dis qu'à la date d'aujourd'hui,
Les alliances qui ont été aux dernières élections, il y en a au moins 3 qui ont atteint ce seuil-là. Vous faites confiance à l'opportunisme au sens... Non, je ne parle pas d'opportunisme. Je parle d'analyse. Je parle de ce qui a été fait, même au moment où on n'avait pas le seuil. Alors, le micro, quels sont ceux qui ont déjà deux micros OK, oui, on va commencer. Oui, M. Clotaire Oleïdé, vous avez la parole. Je voudrais déjà commencer par remercier ceux qui ont initié ce débat et les invités sur le panel. Oui, ce qui a été proposé dans le projet par rapport au système partisan, je trouve que c'est une bonne avancée. Mais ça me laisse un goût d'inachevé sur un certain nombre de points. Le premier point, ça a été évoqué. On ne va pas peut-être mettre dans la Constitution, on va prendre après. Mais la question des alliances, c'est vrai, c'est profond, il faut qu'on règle ça. Sinon, le problème va demeurer. Deuxièmement, la question du statut de l'opposition. Je crois qu'il faut énoncer le principe dans la Constitution, pas le développer. Et vous verrez, quand vous allez aborder la HAC, par exemple, la Cour constitutionnelle, vous allez voir que nous courons le risque, en adoptant l'État, d'avoir des institutions qui seront finalement monocolores. Parce qu'on n'a pas prévu les choses de sorte à ce que, quelque part, tout au moins au niveau de l'Assemblée, on tienne compte de l'opposition pour faire les désignations. Donc, la question du statut de l'opposition, je crois qu'il faut l'aborder. Le dernier point sur ce sujet-là, je ne vais pas revenir sur ce que le professeur Tokpanou a dit, c'est la question des candidatures à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, moi je pensais qu'on allait profiter de cette révision pour régler la question des recueils de signatures d'élus. Parce que là, en dehors des critères qu'on a aujourd'hui et de la caution, on n'a plus rien d'autre. Est-ce que la caution seule suffit pour permettre à ce que le débat se fasse de façon saine à ce niveau-là? Et j'en aurais fini sur la question du système partisan en disant que l'article 157.5 du projet, qui demande à ce que les partis commencent par bénéficier du financement public à partir de 2018, me semble être un piège. Parce que le financement repose justement sur la présence à l'Assemblée nationale. Et on n'attend pas qu'une autre législature soit mise en place et on veut commencer à financer en 2018. On va financer les députés actuels là, sur quelle base? Ceux qui sont là remplissent-ils les conditions pour qu'on commence? Je crois que cet article-là, il faudrait faire attention. Et pour finir sur la question du débat unique, du mandat unique, de mon point de vue, les objectifs que le mandat unique est censé atteindre, pour moi, ne paraissent pas évidents. Ça ne paraît pas pertinent. Au surplus, la Cour constitutionnelle n'est pas revenue sur sa jurisprudence qui demande qu'on ne touche pas aux options fondamentales de la conférence de 90. Où est-ce qu'on va mettre tout ça pour adopter ce mandat unique? Je me pose la question. Merci. On va demander aux intervenants de faire l'effort d'être un peu plus bref, s'il vous plaît. Oui, vous avez la parole, M. Guédénon. Sur la nécessité de la révision, on est presque tous d'accord. Si le référendum devrait se faire aujourd'hui sur la nécessité de réviser notre Constitution, on l'aura à 200%. Parce qu'on a commencé par avoir marre de faire du statu quo, de faire du surplace. On pense qu'il est temps d'oser modifier notre Constitution. Sur l'opportunité également, il ne devrait pas avoir de débat parce qu'après les élections de 2016, nous avons devant nous au moins 3 ans où on n'a pas de rendez-vous électoraux. Donc on a le calme nécessaire en principe pour faire le débat à tête suffisamment glacée pour pouvoir opérer les modifications qui vont dans l'intérêt de toute la nation. Alors, quid du système partisan et des mandats? Quel est le problème ou quels sont les problèmes que nous souhaiterions régler en opérant cette réforme? Je crois que le professeur Tokpanou et M. Lalaye l'ont suffisamment évoqué. Bien que M. Amekbeji n'ait pas été d'accord avec eux, sa première intervention et celle de M. Goyi dans l'un des Vox Populi nous montre bien que ceux qui proposent les réformes actuelles visent la réduction du nombre des partis politiques. Et bien d'autres personnes qui sont intervenues sur la question ont semblé motiver ces choix-là par cette préoccupation. Maintenant, si elle n'est plus d'actualité, tant mieux. Allons donc aux autres problèmes. Il est dit, et les partis politiques en sont très jaloux, ils sont appelés à animer la vie politique de notre pays. Et ils nous le rappellent à volonté. Alors, l'ont-ils fait depuis 27 ans? Je crois que non. Je crois que non. Et c'est un problème qu'il faut qu'on arrive à régler. Et c'est pourquoi on ne devrait pas motiver le financement public par le simple fait qu'ils aient des représentants au Parlement. Qu'ils ont fini d'avoir des représentants au Parlement. Qu'est-ce qu'ils nous font, nous autres citoyens? Nous avons souvent les lois de finances qui vont au Parlement. Combien de partis politiques investissent par eux-mêmes pour analyser, décrypter ces lois de finances, pour s'assurer
qu'elle comporte des choses qui vont dans notre intérêt, nos citoyens, quitte à faire un plaidoyer au niveau du Parlement pour que ce soit pris en compte. Si ce sont les députés qui, sur le financement de l'Assemblée nationale, vont se regrouper en séminaire pour sortir un communiqué, soit pour approuver ou pour relever des choses qui finalement ne sont pas prises en compte, pour qu'on nous dise après, le chef de l'État a le pouvoir d'accepter ou de ne pas accepter les amendements des députés. Donc ça, c'est un problème. Nous sommes en train de discuter d'une réforme constitutionnelle. Depuis que le débat a cours, combien de formations politiques, fut-il les plus grandes, se sont déjà regroupées en séminaire? Peut-être que ça ne coûte pas les 2 millions que dit M. Tokpanou. Pour en 2 jours, en 3 jours, faire venir des spécialistes qui n'en ont pas en leur sein pour décrypter ce document et nous en proposer une lecture non partisane. Nous n'en avons pas eu. Et nous ne risquons pas de l'avoir avant la fin du processus, à moins que la CAPAN ou autre structure de l'Assemblée nationale ne crée encore, sur le budget national, des activités pour les regrouper. Et donc, ces problèmes, il faut qu'on puisse les régler. Par rapport aux différents critères pour mériter le financement public, vous êtes surtout accroché au dernier niveau, c'est-à-dire quand on a fini d'être député installé au Parlement, comment est-ce qu'on mérite le financement public? Mais avant d'être installé au Parlement, comment est-ce qu'on est désigné député? Quand je prends notre circonscription commune, peut-être la 6e, André et moi, quand vous avez eu la majorité au niveau de la 6e circonscription et que vous êtes sorti premier, et que peut-être vous enlevez le seul ou les 2 sièges de la circonscription, lorsque vous n'avez pas les 10% sur le territoire national, on vous déclasse et on passe au suivant. Si le suivant ne l'a pas, on passe au 3e. Ça veut dire quoi? Que dans la 6e circonscription, on peut finir par attribuer les sièges au moins méritant de la circonscription parce qu'il aura eu les 10% au plan national. Où est la logique? Où est la logique? Si c'est pour motiver les regroupements, il y a un aspect sociologique qu'on n'a pas intégré. Dans notre pays, les regroupements politiques se font beaucoup plus facilement autour de celui qui est au pouvoir. Alors, si nous mettons en œuvre cette réforme aujourd'hui, la mouvance présidentielle actuelle va rafler ce qu'elle pourra rafler et aura le Parlement à sa guise et on va évoluer. Quand ça va changer dans 5 ans ou dans 4 ans et que nous allons appliquer les mêmes dispositions, elle va être minoritaire et celui qui sera au pouvoir à l'époque va rafler également. Merci. Nous n'aurons pas réglé le problème. Passez le micro. Voilà, merci. J'ai l'habitude de dire, si le président Patrice Talon devait faire qu'une seule réforme, c'est celle du système partisan. Si l'occasion ne lui est donnée que d'en faire une seule, c'est celle-là. Parce que ça fait bientôt 20 ans que j'ai mis le doigt sur cette question-là, tel qu'est notre système partisan. S'il doit en faire 2, c'est en plus le mandat unique. Donc je reviens au système partisan. Le multipartisme intégral, il est intégral ou il ne l'est pas. Et ça a été une option de la conférence nationale. Le nouveau texte ne remet pas ça en cause. Nulle part il n'est écrit qu'on doit avoir 2 ou 3 partis. Nulle part. L'article 5 qui a mis en œuvre cette option de la conférence, l'article 5 ancien, reconnaît le pluralisme politique et renvoie pour le reste à la charte des partis politiques. Et c'est au niveau de la charte des partis politiques qu'il y a, vous allez m'excuser, ce glissement de alliances de partis politiques et groupes de partis politiques. Librement également, sans aucun encadrement. Si vous lisez la charte des partis politiques, elle dit comment les partis sont créés, comment ils fonctionnent, etc., etc. Comment ils sont sanctionnés, les partis politiques. Mais rien de l'alliance des partis et groupes de partis politiques. Et c'est là le virus qui s'est glissé dans le fonctionnement de nos partis politiques. Les gens essaient de faire des alliances contre nature. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ni du renouveau, depuis les années 40. Le second point du diagnostic, comme l'a dit mon collègue, vous prenez une activité politique. Parce qu'il ne faut pas faire croire aux gens que l'activité politique, c'est à 0 francs. Pas du tout. Pas du tout. Une activité politique, l'animation de la vie politique, c'est de l'argent. Il faut le dire et le répéter
J'ai fait des études sur la question. Et l'étude a montré que l'une des causes de la corruption dans notre pays, c'est le financement des partis politiques. Le financement privé, le financement opaque. Il a dit, quelqu'un vous donne 2 milliards, 3 milliards. Il est votre frère pour vous donner ça. Le retour sur investissement, il va retrouver il le retrouve comment? C'est le problème des marchés publics, tout ce qu'on connaît. Donc le diagnostic, le vrai diagnostic pointu, c'est celui-là. L'activité politique coûte cher. Et ce qui arrive dans notre pays est arrivé dans les autres pays, la France et autres. Donc, qui est 120, 30 par peu importe. Mais comment nous allons faire? Parce qu'au fond, il y a une fragmentation. Les partis politiques sont ethniques, sont claniques. Comment nous pouvons faire pour amener les partis à devenir des partis qui œuvrent sur toute l'étendue du territoire national? L'unité nationale. Parce que c'est aussi le rôle des partis politiques, la formation, etc. Tout ça, c'est dans la charte des partis politiques. Donc, le travail qui a été fait par la commission dont je suis membre, le travail devait continuer. Et peut-être c'est l'un des motifs pour lesquels peut-être, je ne suis pas membre du gouvernement, que le chef de l'État a demandé une procédure d'urgence. Parce que quand on aura fini de faire ça, il y a une multitude de textes, les lois organiques, la charte des partis politiques, il y a tout ça à faire. Les gens ne voient pas ça. Vous voyez le débat qu'ont mené ceux qui sont sur le plateau. Ils ont dit telle chose, ils n'ont pas trouvé ça là. Ce n'est pas là qu'on doit trouver ça. C'est dans les textes que j'appelle supra-constitutionnels, qui sont, infra-constitutionnels, ceux qui sont en dessous de la Constitution. Donc il y a une multitude de textes à prendre à faire. Et si on devait faire tout ça là, avant les prochaines échéances, il faut aller vite. Je crois que la procédure d'urgence n'a pas été suffisamment motivée pour comprendre pourquoi, entre autres, on demandait des procédures d'urgence. Je reviens, j'en reviens. Il est bon, vous prenez les dernières élections, les 3 premiers, qui sont-ils? C'est 3 milliardaires. Vous prenez 90 jusqu'à aujourd'hui, qui est le militant, le chef de parti, le cadre d'un parti, qui a été élu au premier tour d'élection dans notre pays. OK? Ça veut dire que la question de financement, la question d'animation pose problème. Et le diagnostic pointu est celui-là. Mais comment on va y arriver? Comment les autres pays ont fait? Il faut faire du droit comparé. Donc, si nous voulons réduire le nombre de partis, moraliser la vie politique et publique, nous sommes obligés d'utiliser plusieurs techniques pour y arriver. Il y a la fusion des partis, il y a les modes de scrutin et le financement n'est qu'un instrument, entre autres, pour y arriver. Donc, il suffit, dans ce nouveau texte, de mon point de vue, de mettre le principe de financement public. Et on ne met pas ça et ça s'arrête là. Il y a des structures qu'on met, l'État ne met pas son sou quelque part à qui on veut, les bagarres, les gens vont commencer à se battre. On a vu dans les pays africains, dès qu'on met l'argent dans les partis, ce qui se passe. Il suffit de mettre une autorité, une haute autorité de moralisation et de transparence de la vie publique. Vous voyez en France, même des candidats sont interpellés pour répondre de tel, est-ce qu'on a fait telle déclaration? Donc, c'est d'autres textes qui viendront. Premièrement, j'interviens pour dire qu'il faut nous éviter des situations de crise demain. Ça veut dire que tout à l'heure, il y avait M. Lallet qui disait qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans une position de nord-sud. Ça, c'est important dans la création des partis. C'est vrai, on en a vu ailleurs. Le tout, il suffit tout simplement de mieux s'organiser et mettre les balises et voir comment on peut accompagner les partis. Parce que nous avons constaté, effectivement, que c'est le système partisan qui fait le problème là.
Parce qu'on connaît son origine, on connaît son financement. Nous évitions tout simplement le financement occulte. C'est ça qu'il faut éviter. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas le danger, on ne sait pas ce que ça peut apporter demain. Et c'est sur ça, moi, j'invite les uns et les autres. Parce que la démocratie, elle nous est très chère. On sait comment on l'a acquise. Et il y a 27 ans, donc on a plus d'un quart de siècle dans ça. C'est très important. Elle se cultive, elle s'acquiert, elle se mérite, elle s'entretient, et puis elle s'améliore davantage. Et si on peut contribuer comme ça. Tout à l'heure, le professeur Topa nous disait qu'on n'a pas besoin forcément de passer par la Constitution pour apporter, c'est-à-dire à travers la charte. Mais pourquoi pas? Je crois qu'on aurait avancé, et puis on aurait permis aux uns et aux autres de développer notre structure, en fait notre démocratie, dans la paix et par rapport au choix du peuple. C'est tout ce que moi j'ai eu à dire, je voudrais dire, parce que tout a été déjà pris en compte. Madame Mouyan-Wandé. Je crois que c'est important quand même qu'on signale le problème dans la Constitution parce qu'on parle du financement public et on parle de l'argent du contribuable béninois. Et pour cela, il faut aller semer les bases déjà dans la Constitution pour dire si on veut mettre de l'argent du contribuable béninois dans les partis politiques, il faut bien que les bases, les règles béninoises soient d'accord. Donc, je crois que c'est important déjà qu'on est d'accord sur cela et qu'on valide cela. La question, le quid du financement des partis politiques, je crois qu'il y a un problème de méthode qui n'a pas été bien ficelé. Il y a eu certainement des concertations, il y a des concertations en vase clos, mais je crois que les concertations n'ont pas été ouvertes ou n'ont pas été suffisamment connues, de telle sorte que les diagnostics qui ont été promus, les diagnostics qui ont été faits, qui ont été validés, n'ont pas été assez connus, donc discutés de tous. Et du coup, nous avons tous comme une peur, comme une hantise, comme si nous n'attaquons pas le problème réel. Ce que je voudrais dire pour finir, c'est que tel que l'article 5 se présente, il doit forcément faire référence à la charte des partis politiques et surtout souligner le problème des alliances politiques pour qu'on n'ait pas, comme M. Lalaël l'a dit, l'alliance de la cape et du lapin, mais qu'on glisse doucement vers une fusion des partis politiques qui nous amènera certainement à une démarcation idéologique, à une démarcation éthique, à une démarcation morale, donc à un certain éveil et à une éducation du citoyen demain. Je crois que c'est là le vrai problème, c'est là qu'il faut qu'on mette l'accent réellement. Merci beaucoup. Merci, Madame Denise Mouyan-Wandé Diakité. On revient sur ce plateau Yassounouvou pour poursuivre le débat, mais cette fois-ci sur la question des mandats. Des mandats. Ouais. Ahmed Bédi, dans son projet de révision de la Constitution, dans le contenu de ce projet, le gouvernement propose un alignement des mandats des élus. Tous les élus désormais feront un mandat de 6 ans. Pourquoi ? Oui, bon, voyez-vous, il y a deux choses qui sont proposées. Comme vous l'avez dit, l'alignement des mandats. Tous les mandats reviennent à 6 ans pour le président, pour les députés et pour les conseillers communaux. Cela nous aiderait à faire ce qu'on appelle ailleurs des élections générales et des élections plus ou moins à mi-mandat. Nous aurions ainsi à regrouper les élections législatives et communales, qui seront comme des élections générales, et nous aurons quelques années plus tard, je pense 4 ans plus tard, l'élection présidentielle. Ça peut régler un problème de, comment je vais dire, d'harmonisation et de majorité. Aussi bien parce que les élections communales, les élections locales et les élections parlementaires vont se faire dans les mêmes circonscriptions, de manière à ce que nous ayons une sorte de majorité stable entre à la fois le député et à la fois les conseillers communaux, de manière à avoir des forces politiques stables qui puissent permettre de diriger et d'apporter le développement. Et nous aurons aussi, d'un autre côté, l'élection du président de la République plus tard, qui va exercer 2 ans, je crois, après 2 ans,
qui permettra au peuple d'apprécier s'il a bien gouverné, lui donner une majorité, s'il n'a pas bien gouverné, le mettre dans une situation de, comment on appelle ça, cohabitation avec l'opposition qui aurait gagné le Parlement. Et donc, nous allons également gagner de l'argent. C'est une question d'argent, les élections. Voyez-vous comment nous faisons les élections depuis 1990? Nous faisons les élections presque chaque année. Il n'y a que cette période-ci que les élections sont un peu... Mais sinon, on faisait des élections chaque année. Et cela, ça coûte excessivement cher. La liste électorale et tout cela. Et donc, nous allons faire des économies. Et je voudrais dire, nous ne sommes pas les premiers, nous n'inventons rien. Les élections générales, ça se fait dans plusieurs pays. Ça se fait au Nigeria, ça se fait au Ghana, ça se fait en Grande-Bretagne, ça se fait dans plusieurs pays. Nous avons expérimenté ce que nous venons de faire. Nous découvrons que cela est difficile pour nous par rapport à nos ressources en tant que pays pauvre, quoique la démocratie ait un prix à payer, mais il faut quand même essayer de réduire autant que faire se peut ce prix-là. Et donc je conclurai en disant que la proposition qui a été faite, qui est d'aligner les mandats, tous les mandats à 6 ans, de façon à permettre d'organiser des élections générales et des élections présidentielles plus tard, pour donner à la fois des majorités, enfin, harmoniser les majorités au plan local et parlementaire, mais également donner au peuple et à la population la possibilité d'apprécier l'action du président pour lui donner une majorité ou lui retirer cette majorité. Je pense que c'est quelques éléments qui ont fondé cet alignement et aussi le financement, comme je l'ai dit, qui ont fondé ces mandats-là, enfin, cette proposition qui, ma foi, reste encore une option. Moi, j'entends souvent les gens disent, bon, on aurait dû faire 7 ans, mais c'est une option, 7 ans. Le président, il ne peut pas prendre toutes les options. Non, mais 5 ans, c'est une option. Après tout, nous tous qui débattons, nous sommes des individus, nous avons des partis, nous avons des groupes, certes, mais lui, il a été élu. Il a plus de légitimité pour prendre, finalement, lorsqu'une commission a fini de travailler, l'option qu'il pense être la meilleure, qui va être encore une fois soumise au Parlement et éventuellement au peuple. Donc, lorsqu'on n'est pas d'accord sur 6 ans, 7 ans, 10 ans ou 5 ans, ce n'est que des options. Et il faut quand même choisir. Demander au professeur Topane d'apprécier justement ces options. Un mandat de 6 ans pour tous les élus, cela vous paraît-il pertinent? Écoutez, je serais tenté de dire qu'a priori, on peut même donner 10 ans. Pourquoi? Si ça plaît. Si c'est une option. Mais si on ne fait pas le choix, si on ne fait pas l'option de... Vous savez, on a un compatriote, Claude Almeida, paix à son âme. Un jour à la télé, il proposait un mandat unique de 21 ans. Voilà. Si c'est une option, option pour option. Voilà, option pour option, ça n'a pas de sens. Je préfère tenir compte de la justification financière. Mais le danger, une fois de plus, c'est qu'on risque là de se tromper de diagnostic. Est-ce que les élections coûtent cher parce que ce sont des mandats de 5 ans renouvelables une fois? Ou bien les élections coûtent cher à cause de la stupidité des acteurs? Quand vous prenez le cas d'un pays comme le Niger, beaucoup plus vaste que le Bénin en termes de superficie, beaucoup plus vaste. Le coût des élections là-bas est 5 fois moins cher que les élections au Bénin. Il n'y a qu'au Bénin où les élites ont été incapables, depuis 1990, de mettre en place une liste électorale fixe. Et à chacune des élections, on renouvelle. Et à chacune des élections, elle coûte encore plus cher. Nous avons une LEPI. Quand vous faites la somme entre les dépenses de la LEPI Bako, la LEPI Arouan-Webra, la LEPI Sakalafia, on se retrouve à près de 100 milliards. Un peu plus de 60. 100 milliards. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que c'est parce que le mandat est de 5 ans renouvelable une fois que les élites font une LEPI qui est censée être permanente et informatisée, sans compter le nouveau
recensement administratif qu'on a engagé actuellement et qui risque de coûter presque autant que la LEPI originelle, est-ce que c'est la question des mandats? D'où la question des diagnostics. Si on veut, à la limite, réduire les frais inhérents à des élections, on sait sur quelle marge on joue. Ce n'est pas en disant un mandat de 6 ans unique ou renouvelable dans les autres cas que l'on règle le problème du coût des élections. Mais c'est archi faux. Donc le diagnostic, il est mauvais à ce niveau et la solution impertinente. Par contre, quand on arrive sur la justification politique, le fait d'aligner les mandats a un gros risque. C'est que vous confiez pendant toute la période du mandat les destinées du peuple à un groupe politique précis. Le président Zizinokho disait tout à l'heure qu'il y a des expériences qui ont été faites en France. C'est exactement la même chose. Lorsque les Français ont décidé d'aligner le mandat parlementaire sur le mandat présidentiel, on est arrivé dans un système quasi monocolore. Le président vient, on estime qu'il a les coudées franches parce qu'il a une majorité godillot, mais ce faisant, on fragilise pendant toute la durée du mandat la force de l'opposition. Et donc, du point de vue démocratique, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Mais encore, je n'ai rien contre. Ça, je suis encore prêt à l'expérimenter. Mais il faudrait savoir que ce n'est pas forcément la bonne solution selon qu'on fait le bon diagnostic ou que l'on fait un mauvais diagnostic. Donc, c'est ça le vrai problème que pose la question de l'alignement de tous les mandats. Et même la question qui consiste à dire que comme on va organiser les élections de façon décalée, mais en réalité, quand on fait les législatives, c'est les législatives qu'on fait. Alors, si vous dites aux citoyens, en fait, les législatives sont une occasion de sanctionner le président de la République, le président va se moquer de vous. Il va dire, moi, je n'ai plus rien à foutre avec l'Assemblée. Moi, j'ai un mandat unique, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, je m'en fous. C'est aussi le risque du mandat unique. Attendez. Vous savez, et c'est là où on tombe maintenant à un niveau supérieur de la réflexion. C'est ce qu'on appelle la philosophie politique. Quelle est la philosophie politique de la démocratie? C'est le système par essence, par excellence, de la discussion, de la négociation. Par opposition à la philosophie politique du système dictatorial, où il n'y a aucune négociation. Si ce n'est pas... Non, pas amalgame. Faites attention à vos mots, parce que des mots aussi injurieux, je suis capable de vous en aligner toutes les fois, vous sortez un mot. Mais je ne l'ai pas fait. Mais pour vous dire quoi? Le danger, il est là. Sinon, c'est vrai, vous avez bien fait de séquencer les débats, mais ça aurait dû être un débat transversal. On n'a vraiment plus de temps, on va essayer d'accélérer un peu. Oui, bon, je crois que le professeur a quasiment tout dit. Hein. C'est toujours le même problème. Qu'est-ce qu'on veut résoudre exactement? Pour ma part, je pense que l'usage, c'est que lorsque vous avez des mandats qui sont renouvelables indéfiniment, ils soient plus courts. Alors, quel est l'intérêt d'aligner, de faire passer le mandat des députés de 4 ans à 6 ans? Une option. Quel est l'intérêt de faire passer le mandat des conseillers communaux et locaux de 5 ans à 6 ans? Je reste perplexe, je reste vraiment perplexe dessus. Je ne suis pas certain de l'intérêt de la chose. Le mandat unique, on n'a plus le temps d'en parler, mais il y a eu des débats déjà, même sur ce plateau, j'ai dit mon point de vue. Mais nous n'avons pas ça ne résout aucun des problèmes pour lesquels ça... La suppléance au niveau de l'Assemblée nationale. Le gouvernement propose... vous voulez réagir? Oui, on va le faire rapidement. Oui, rapidement. Je pense qu'il faut qu'on dise les choses comme il faut. Il n'y a pas de diagnostic. Mais qu'est-ce que les gens proposent? Cette manière de se poser des questions sans faire de proposition, on a fait une proposition. OK? J'ai dit que c'est une option. Vous pouvez avoir une autre. Et je le répète, je le dis. C'est une manière d'éluder le débat. Nous proposons l'alignement pour réduire le coût des élections. Est-ce que ça réduit le coût des élections, oui ou non? Parce que nous n'aurons plus à faire chaque année des élections. Ça,
c'est clair. On n'a pas besoin d'aller plus loin pour le démontrer. Si nous parlons du financement, le coût des élections pour nous, si nous faisons l'alignement, nous aurons au cours d'une mandature 2 élections. Des élections générales qui vont avoir un coût et des élections présidentielles. Sur 6 ans, nous aurons des élections. Mais prenons les exemples qui sont passés. En 1991, nous avons eu des élections législatives et présidentielles. OK ? 4 ans après, 95, nous avons eu des élections législatives. En 96, nous avons eu des... Et ainsi de suite, ça a commencé. Parce que le mandat des députés étant à 4 ans, ça finit plus vite que le mandat du président. Et il nous est arrivé de faire 3 élections en 3 ans. Mais ça nous coûte excessivement cher et nous disons l'alignement, il faut le dire et il faut le répéter, l'alignement permet aujourd'hui de résoudre au moins ce problème. Est-ce que vous comprenez quand même les appréhensions? Non, bien entendu. Mon problème, c'est que je pense que l'option qui a été faite ne résout pas tous les problèmes. On n'a pas vocation à résoudre tous les problèmes. Vouloir faire croire que ça ne résout aucun problème n'est pas juste. Ça résout certainement un problème, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Il est de la nature des choses de ne pas résoudre tous les problèmes. L'homme est ainsi, nous sommes imparfaits. La panacée par définition n'existe pas. Vous me laissez parler? Oui. Ça serait gentil de votre part. Non, je ne vous empêche pas. Allez-y, c'est bon, allez-y, je vous en prie. Alors, il n'y a pas de panacée. Le problème, vous ne trouvez aucune solution qui résolve tout. En revanche, des solutions qui créent plus de problèmes que ce qu'elles sont censées résoudre, il y en a. Et je dis attention à ça. Je voulais juste relever une chose, sinon on n'en finira pas sur cette question-là. On fait croire à l'opinion publique qu'on a eu des élections toutes les années. Je suis désolé, la seule fois où c'est arrivé une fois depuis 90. Où on a eu 3 années électorales successives. Je mets n'importe qui au défi de me prouver le contraire. C'est ce que je dis. Non, c'est pas ça que vous disiez. Vous avez parlé à plusieurs fois des élections toutes les années. Alors, vous me laissez finir. Une fois. On a eu 2006. On va pas revenir sur... Non, j'ai lu ce que je dis. Apparemment, vous entendez déjà. J'ai lu ce que je dis. Il est d'accord. Il y a la question de... J'ai dit une fois. De la suppléance à l'Assemblée nationale qu'on n'a pas abordée. Voilà ce que j'avais à dire. dit. On reste avec vous. En même temps, un mot sur l'article 92 nouveau, je crois, qui dit que le député qui est élu et qui est appelé à servir ailleurs, que ce soit dans le public ou le privé, il laisse la place à son suppléant, mais à tout moment, il peut revenir pour prendre son siège. Qu'est-ce qui gêne? Pas dans la nouvelle formulation. Qu'est-ce qui gêne dans l'ancienne formulation? Et qu'est-ce qui gêne On revient au diagnostic. Qu'est-ce qui gêne et qui justifierait aujourd'hui que le député qui a accepté une position, donc qui a renoncé a priori à son mandat, ait la liberté, dès qu'il dit, bon, maintenant je ne veux plus de ce poste-là, de revenir et on demande à l'autre de dégager. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui gêne? Merci pour la question. On la passe à M. Biamibili avant de revenir pour cette Je pense que, encore une fois, nous avons fait une expérience. Nous en avons tiré les leçons. Il y a d'autres expériences qui se font ailleurs. Nous ne sommes pas dans un vase clos. Est-ce que ce qu'on propose est nouveau? Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Vous allez au Ghana, ça se fait comme ça. Vous allez au Nigeria, ça se fait comme ça. En France, ça se fait comme ça. Donc, nous avons fait d'expérience. Nous avons tiré des leçons. Nous proposons qu'il y ait le financement public des partis de manière à ce que nous ayons des partis forts représentés à l'Assemblée nationale. Donc, la question de la suppléance se réglerait au sein des partis politiques. Non plus en termes de je vais à une fonction pour 1 an, l'autre me remplace et finit le mandat. Mais la question du renouvellement au niveau des partis politiques se fera au sein des partis politiques, mais pas à l'Assemblée nationale. Parce que, qu'ils vous souviennent ce que ça cause, tous les suppléants, avant la fin du mandat, créent leur parti politique. Et ça s'en va. Nous avons constaté cette dérive dans ce pays, oui ou non. Pour vous, ça fragilise davantage. Mais ça fragilise davantage. Et donc, au surplus, lorsque nous allons en élection législative, le titulaire est réellement celui pour qui les gens votent. C'est le titulaire, puisque c'est lui qui va prendre le siège. Sauf si... Hein? Oui, bien sûr. Bon, mais c'est le titulaire principalement, c'est pour lui qu'il vote. Et le peuple a donné son mandat à quelqu'un en qui il a eu confiance. Il a certes un suppléant, mais il aurait aimé que ce soit lui qui puisse
exercer ce mandat-là. Donc, de ce point de vue-là... C'est une raison pour que lorsqu'il est même... Maintenant, il va pour des raisons privées, purement privées, qu'il revienne... Donc, lorsqu'il est appelé à une fonction qui est incompatible, c'est ce qu'il faut dire. Hein, lorsqu'il est appelé à une fonction qui est incompatible avec son mandat... Y compris dans le privé. Oui, tout à fait. Incompatible avec son mandat de député. Donc, son suppléant prend. Mais lorsqu'il a fini ce mandat, donc, il peut revenir s'il veut. Il peut revenir s'il veut. Non, je trouve l'explication plutôt dangereuse. Pourquoi? Si c'est réellement les motivations qui ont prévalu à cette disposition, alors je comprends très bien ce que disait quelqu'un dans l'assistance tout à l'heure. Moi, j'ai été dans la commission et j'ai été dans la sous-commission numéro 3 qui a justement réfléchi sur le système partisan. Je n'avais jamais entendu cet argument-là. Non. Une élection, non seulement on dit du député qu'il a un mandat national et non pas impératif, Absolument. mais en plus, on ne peut pas à ce point personnaliser le mandat. Moi, je connais des pairs, puisque les circonscriptions électorales sont sur 2 ou 3 communes au minimum. Il y a des gens qui sont titulaires, mais qui comptent sur les voix de la commune d'à côté, qui est incarnée par le suppléant. Donc, c'est une étiquette. C'est une étiquette. Donc, lorsque le ministre ou alors le député accepte d'être ministre, il ne va pas dire que c'est seulement à ce moment-là que mon suppléant va venir, mais quand j'ai cessé d'être ministre, il repart et je reprends sa place. En gros, c'est ça. Ou alors, le gouvernement lui trouve un marché qu'il va exécuter à l'étranger. Ça prend 2 ans et demi, il revient et dit, mon gars, j'ai cessé, viens, allez, sors, je reprends ma place. C'est une éventualité, mais Non. ce n'est pas les éléments de motivation sur le Non, mais c'est les conséquences. Bon, donc c'est pour faire la part. Non, mais c'est les conséquences. Quel est ce système-là? C'est ce que disait M. Lalaye tout à l'heure. On ne va pas vous réconcilier sur la question, Non, vous mais n'êtes pas d'accord avec ça. ça n'est juste pas acceptable. Merci à vous. Merci d'avoir apporté des explications, en tout cas vos analyses, et aussi d'avoir illustré le face-à-face sur cette question des mandats, l'alignement des mandats, et aussi de ce qui a fait l'objet de notre premier panel, la réforme du système partisan. Ozias Sounouvou. Absolument. On ne va pas épuiser tous les éléments, les argumentaires qui justifient ou non, ou qui font que des citoyens ne sont pas d'accord avec le projet de révision de la Constitution. Les députés ont actuellement la charge de pouvoir retoquer, amender, au regard des différentes observations qui se font pour que le texte connaisse une carrière soit à leur niveau pour être retenu ou d'être passé à référendum. Merci de nous avoir suivis. Le débat va se poser sans doute dans les foyers et toujours avec les 3 organisations sur d'autres thèmes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci André. Merci Ozias.